La notion, donc le nom officiel, c'est courbe du deuil, mais qu'on appelle aussi courbe du changement, parce qu'en réalité, on considère que tout changement important, tout changement tout court, j'allais dire important, pas du tout, tout changement dans notre vie est une forme de deuil, petit ou gros, mais c'est une forme de deuil, un renoncement à quelque chose, à une situation. On est OK avec ça? C'est pour ça que dans les exemples que je vais vous donner, parfois je vais parler de deuil, c'est-à-dire de mort de personne, parfois je vais parler de tout petits changements et des fois de changements plus importants. Donc comme je le disais, voilà, je ne vais pas vous faire moi réagir. Si vous voulez prendre la parole, vous le faites, mais je vais essayer de trouver des anecdotes qui peuvent vous parler et pour vous éviter de partager des choses que vous n'auriez pas envie. Pour lesquelles j'adore cette théorie et elle a changé ma vision des choses, comme je le disais tout à l'heure sur d'autres aspects, c'est que c'est une théorie, mais qui a été modélisée pour correspondre en réalité à tout le monde. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette courbe, et on va parler de plusieurs étapes, eh bien en réalité, tous, nous passons par l'intégralité de ces étapes lors d'un deuil ou un changement. Tous. Vous pouvez commencer à dire oui, mais non, parce que moi... Non. Vous y passez tous. La seule différence entre nous, c'est la situation, l'importance de la situation pour nous, et le temps que l'on passe dans chaque étape. C'est ça la différence. Alors l'intensité de la situation, tout à fait. Les conséquences. Mais en réalité, nous passons et nous passerons dans le passé, peut-être le présent pour certains et dans l'avenir, parce que ça arrivera. Nous passerons et nous sommes passés tous par les mêmes étapes, quel que soit notre vécu avant. La différence, c'est le temps que nous passons dans chaque étape. Quand je parle de temps, ça veut dire que parfois on passe une seconde dans une étape, parfois on y passe 3 semaines, parfois on y passe 15 ans. C'est ça la différence. Ce que j'aime, c'est le côté modélisation, c'est de se dire finalement, on y passera tous. On fonctionne tous pareil, c'est un petit peu rassurant pour soi-même de dire, c'est pas que moi qui sombre. C'est pas que moi qui vis cette situation. Tout le monde vit la même chose. Ça, c'est la première chose que je trouve intéressante. Et l'autre chose, c'est de se dire finalement, une fois qu'on a compris ça, enfin moi c'est ce qui s'est passé quand j'ai vraiment compris ce que c'était, et que j'ai été confrontée à une situation de deuil, et bien en réalité, donc la dernière, on va dire, situation, l'avant-dernière situation de deuil à laquelle j'ai été confrontée, et bien comme je connaissais ce modèle, aussi mal j'ai été, voire on aurait pu faire un pic, là, aussi mal j'ai été, dans ces moments-là, je savais qu'à un moment ou à un autre, selon le temps dont j'avais besoin par rapport à mon vécu, à ma personnalité, l'intensité de ce deuil, à un moment ou à un autre, je serai là-bas. Et c'est ça qui m'a permis de tenir le coup. D'accord ? Alors, on y va ? Donc, je vous donne les grandes lignes. Je vous rappelle que je le mettrai sur Xfermine. D'accord ? On va considérer déjà ça. Ça, c'est maintenant, là, au moment où ça se passe. OK ? Et on va se diriger vers l'avenir. On va avoir la notion de changement en lien avec soi-même. C'est vraiment tous ces éléments qui sont importants à prendre en compte. On va aborder, dans ces cadres-là, eh bien, 4 phases majeures. Et à l'intérieur des 4 phases, nous aurons des étapes. Les 4 phases majeures, ben vous voyez, on est là, phase de rejet. On rejette la situation, phase de peur, phase neutre et phase d'intériorisation. L'intériorisation, ce n'est pas l'acceptation, c'est la même chose. L'intériorisation, c'est ça y est. C'est intégré. Ok ? Et on y va, je vais vous schématiser au départ les grandes étapes et après on verra celle du milieu. Bon, ben, la première étape, celle qu'on appelle le choc. Le choc, c'est l'annonce, c'est le moment où tout bascule. D'accord ? Allô Germaine, papa est mort. Ta ! Alphonse, ton poste est supprimé. J'essaye de vous trouver à chaque fois des situations différentes. Mince.
j'ai perdu le bracelet que mon meilleur ami m'a offert lors de son mariage où j'étais témoin. Je l'ai perdu. Et bien qu'on est sur 3 situations complètement différentes, et bien malgré tout, on va traverser les mêmes choses. Et on peut bien sûr avoir, ma chérie, merci pour les 20 dernières années où je me suis bien fait chier, mais je te quitte. Et ce qui est étrange, c'est que Germaine qui se prend ça dans la gueule, elle vient juste de se faire lourder comme une grosse merde, elle va passer par là. Mais en réalité, s'il se trouve que Germaine a été un peu plus lucide plus tôt, et que c'est elle qui dit, écoute Alphonse, merci pour les 20 dernières années, mais là, il faut qu'on se sépare, elle passera aussi par ces étapes-là, alors que c'est elle qui a décidé. C'est ça qui est extrêmement intéressant, je trouve. Parce que oui, moi des fois je l'entends, ouais mais de quoi elle se plaint, c'est elle qui a décidé de le quitter. Mais c'est pas la décision la plus facile d'être à l'initiative. Ça, des questions comme ils se sont posées au préalable. Mais bien sûr, vous disiez ? Je dis dans tous les cas, il faut qu'il y en ait un qui prenne l'initiative. Exactement. Vous voyez, j'essaye à chaque fois de vous donner différents exemples pour vous montrer qu'ils n'ont pas tous le même impact. On voit bien mon histoire de bracelet. On peut se dire, bon, bah, franchement, ben ouais. Mais parce qu'il y avait une importance pour moi, on va passer par ces étapes-là. Ok ? Le choc. Notre objectif, notre ligne de mire, ce où nous arriverons d'une façon ou d'une autre, l'intégration. C'est notre objectif. Alors, vous avez tout à fait le droit de me dire, bah là, Virginie, je ne suis pas d'accord. Je connais qui, à la fin de sa vie, n'avait toujours pas intégré, qui ne s'est jamais remis de la mort de son mari. Oui, il y a des gens qui n'y arrivent jamais. On est d'accord là-dessus. Il y a des gens qui n'intègrent jamais. Et intégrer, c'est pas accepter. Oui, ça, non, mais c'est plus fort qu'accepter. Ouais. On l'a compris, c'est bon, maintenant on est prêt à passer à autre chose ou à aller d'avant. C'est exactement ça. Ça veut pas dire qu'on accepte la situation. Exactement. Mais, bon. C'est ça. L'intégration, c'est, vous l'avez exactement dit, c'est ok. Bon, bah, c'est comme ça. C'est comme ça, je passe à l'action. Ouais. C'est vraiment cette notion de on avance. Donc on est bien d'accord qu'on a tous autour de nous des gens où ils n'y sont pas et ils n'y seront peut-être jamais. Nous, on ne peut pas changer les autres. Souvenez-vous, on ne peut changer que soi-même. Par contre, parfois, on peut les accompagner parce qu'on a découvert ça. Moi, je sais que j'ai aidé aussi, à mon niveau, parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, aider beaucoup de gens à passer des caps parce qu'il y a connaissance de ça. D'accord ? Donc, partager, c'est du cadeau, tout ça. C'est pour ça que je vous donnerai le support, parce que gardez-le dans vos ordis, c'est du cadeau. Quand on a conscience qu'on y passe tous, c'est pas qu'on est une grosse merde. On y passera tous avec le temps nécessaire. Et qu'en bout de ligne, notre objectif c'est ça, ça devient plus facile. Non. Si. Plus facile parce qu'on a l'objectif final. D'accord ? Quand on n'arrive pas à l'objectif final, en général, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que nous ne faisons pas les différentes étapes. On est resté bloqué dans une étape, on peut avoir sauté des étapes, et vous voyez, moi j'aime bien ce schéma-là, on peut trouver des formes différentes, mais il faut vous imaginer que nous, là-dedans, on est comme un skater. Ok, cool. On descend et on monte. Cool. Comme on a pris un bel élan, on arrive jusqu'en haut. Ou alors, on descend, n'a pas pris le bon élan, n'a pas fait et voilà. Donc, si on ne respecte pas le fait que c'est comme ça, il y a des étapes, et nous passons tous par ces étapes, un temps différent pour chacun, alors nous sommes voués soit à rester bloqués dans une étape, soit à recommencer et à revenir en arrière. D'accord ? À rétro-pédaler. Choc en premier, notre objectif, intégration, et je suis désolée, mais une fois que c'est dit, avec bien sûr l'étape centrale, celle qui nous fait le plus peur, qui est tristesse, bon, d'abord tristesse,
Mais plus la situation que l'on a vécue en choc, plus elle est importante, plus c'est la dépression. Ok ? Et vous savez quoi ? On y passera. Certains plus longtemps que d'autres, aussi par effet d'expérience. C'est parfois, je ne sais pas si des fois vous osez regarder votre parcours, parfois on évalue nos progrès sur soi-même, non pas au fait de ne plus faire ces étapes, parce que là ce serait se tromper. C'est sur le temps que chaque étape nous prend. Et si vous pensez à des situations compliquées que vous avez vécues, essayez de vous souvenir combien de temps vous êtes resté là, puis combien de temps au deuxième choc, au troisième, et aujourd'hui, si ça vous arrive, combien de temps vous y restez. La différence, c'est souvent ça, c'est-à-dire on sombre. Dans tous les cas, on y passera. Par contre, on peut mesurer notre évolution et être fier de nous quand on sombre moins longtemps. Parce que dans tous les cas, on sombrera à un moment donné. On a le départ, le choc, l'arrivée, l'intégration, et oui, vous passerez par une étape de tristesse, de dépression, etc. Et on va voir les étapes intermédiaires en les détaillant un petit peu. Le choc, c'est un choc parce que c'est une interruption de la situation qu'on vit, du quotidien, de quelque chose confortable ou pas, mais en tout cas, c'est un changement. Et on le disait, on n'aime pas tous le changement. Et de manière globale, en réalité, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le changement, mais c'est plutôt le degré de ne pas aimer le changement qui peut être différent chez nous, mais on peut tous être déstabilisés par le changement à un moment donné. Donc là, c'est le choc, on vient de l'apprendre, ça vient perturber. La première étape, elle est très étrange, c'est le déni. Je continue ma vie, ceci n'existe pas. On ne s'en rend pas compte tout de suite de cette phase de déni. C'est, on essaye, alors ça peut être si on parlait de la séparation, mais non, pas nous. Donc tout ce qu'on a fait, non, pas nous. Il va changer d'avis. Il va se rendre compte que je suis la femme de sa vie. Il va se rendre compte de tout ce que je fais. Il va se rendre compte que l'autre, c'est une illusion. Je planifie les prochaines vacances. Est-ce que ça va bien se passer? D'accord. Restructuration de l'entreprise. Ouais, mais non. Moi, ils vont me garder. Non. Ça va bien se passer, ils vont trouver des solutions. On dénie, voire parfois dans le déni. Pardon? C'est même pas ça, parce que dédramatiser, c'est déjà être dans l'action. Non. Encéphalogramme plat. Voire dans le déni, je vous parle d'un licenciement, parfois il y a des gens qui vont acheter une nouvelle voiture. C'est du déni. La deuxième fois que j'ai entendu parler de cette méthode, donc la toute première où j'en ai entendu parler, j'ai trouvé ça sympa, mais voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est quelque chose qui est passé dans ma vie, puis qui est reparti directement parce que je ne me sentais pas concernée. J'avais intégré un très gros groupe. Je venais juste d'arriver, ça faisait vraiment quelques semaines. Il y a le séminaire de rentrée, donc là, toute la France présente. Et puis, parmi les ateliers en séminaire, on fait souvent des ateliers et tout, il y a quelqu'un qui est venu parler de la courbe du changement. Pourquoi moi, je l'avais intégré? Parce que je n'étais pas concernée, parce que moi, je venais d'arriver. Et ils avaient mis en place cet atelier, parce qu'en réalité, la structure, l'entreprise avait décidé quelques mois avant, mais 2-3 mois avant, de faire un changement de structure très très important qui fait que les missions de beaucoup allaient changer. Donc là, ils ont vu que ça coinçait, frein au changement, c'est hyper intéressant, le frein au changement aussi. Donc, au séminaire de rentrée, ils se sont dit, tiens, on va faire un accompagnement au changement par la compréhension de la courbe au changement. Donc vous comprenez que moi, un changement de que dalle. Donc j'ai entendu, j'ai trouvé ça intéressant, c'est resté dans un petit coin, mais c'est tout. D'accord? Et il y a des fois des informations qui veulent venir à vous. Et elles viennent plusieurs fois parce que vous dites, t'as pas compris, Virginie, que c'est une information qui peut être utile. Quelques mois après, pas longtemps après, une amie m'en parle. C'est super bizarre, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. En quelques mois, 2 informations différentes me parlent de ça. Cette amie, secrétaire médicale dans un service de cancérologie. D'accord? Et elle me dit, je viens de suivre une formation incroyable au cours de laquelle on parle de la courbe du deuil, mais alors ça a été une révélation. Donc je suis curieuse, bon, raconte-moi. Et là, elle me parle de ça, elle m'explique dans ses grandes lignes, voilà. Et je lui dis, c'est quand même super bizarre comme truc, dans le deuil. Donc, je trouve ça super bizarre. Et notamment la phase de déni. Je dis, ouais, déni comment, je ne comprends pas. Et alors elle me raconte, donc elle dit, moi dans la pratique de mon métier, ça m'a tellement ouvert les portes.
Et alors elle me raconte, hein, donc je vous rappelle, service de cancérologie à Paris, hein, le plus gros service de cancérologie en France. Et elle me raconte, donc elle est secrétaire médicale, dans ce type de service, elle ne fait pas la paperasse, hein. Elle gère tout, c'est le lien entre les patients et le corps médical, notamment pour apporter de l'humanité, de la douceur, arrondir les choses. Elles sont présentes à toutes les consultations, d'accord, pour avoir ce côté humain. Elles connaissent par cœur les dossiers des patients, etc. Et donc là, ben voilà, une dame plutôt âgée décède dans son service, et elle est donc en rendez-vous avec le mari de cette dame. Marie qui a été extrêmement présent, il était là tout le temps, tous les soins, il était là tout le temps avec elle, un couple visiblement très fusionnel. La dame est morte, elle lui demande de venir dans son bureau pour organiser le transfert du corps, puisqu'il n'était pas de la région. C'est bon? Et là, elle lui dit, bon, ben, monsieur machin, ben, écoutez, j'ai vu avec le compte funèbre, c'est bon, ça peut avoir lieu jeudi à 10h30, par exemple. Et là, elle les voit, réfléchit. Ah non, ça va pas être possible. Donc là, elle est à son bureau, elle a un temps d'arrêt. Pas possible, en général, les gens, ils se libèrent quand même. Vous avez autre chose de prévu? Pourquoi c'est pas possible? Mais non, mais vous voyez bien, je regarde mon agenda, Germaine, elle a rendez-vous avec le radiologue à 10h30 jeudi. C'est exactement ça. Mais monsieur et là, en quelques secondes, elle se dit, il a craqué. Ça y est, on l'a perdu, quoi. Il est passé à côté, enfin de l'autre côté, quoi. Et elle me disait ce jour-là, mais qu'est-ce qu'on fait, comment on dit, comment... Et elle me dit, maintenant je comprends. Le déni. Le déni complet. D'accord. Pardon? Moi, je sais que le déni, je me suis posé la question. Trop bizarre, avec la fille, on a fait qualité-défaut. Ouais. Et avant, je fais mes défauts. J'ai envie, c'est vrai que j'ai ce truc-là, c'est hyper pénible. Et en fait, à chaque fois que, mais quelle que soit la situation, hein, que ce soit un décès, une séparation, n'importe quoi, et ben, je les déclone. Par exemple, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Mais par exemple, j'avais, par exemple, à l'époque il y a une année en arrière, ma grand-mère est allée vivre chez mes parents, on avait un appart à côté, etc. Donc je dis, bah écoute, j'ai ma petite lunette chez moi, je suis en appart qui fait plein de foot, si tu veux, je te la file, etc. Elle était contente parce qu'elle avait récupéré un animal. Donc un animal, pas votre fille que vous lui avez filé. Ah oui, d'accord. Voilà. Et puis, il y a un moment, il y a ma sœur qui m'appelle. Et elle me dit, mamie, cousine est décédée. Donc, et j'étais avec le père de ma fille à ce moment-là. Je me dis, chouette, je vais récupérer mamie. Et en fait, c'est le jour de l'enterrement. Et là, tu te rends compte, je me suis effondrée. Et ça m'a fait la même chose. Il y a eu plein de trucs comme ça, mais en fait, il y a un temps où je ressens absolument rien. Oui. Et il s'est passé plein de choses dans ma vie. Ça m'a fait ce truc-là. Notamment, précédemment, il m'a arrivé plein de trucs. Et je suis encore dans le déni, mais je n'arrive pas à... Ça ne sort pas. Vraiment pas. Et je ne vais pas exprès, hein. Oui, mais c'est c'est pas le cerveau qui justement bloque. Alors, le côté choc, ça s'appelle le déni de réalité. Et en fait, c'est pour éviter que ça soit trop violent, c'est ça. C'est un système de protection du cerveau en fait qui nous dit attends, on va amortir le choc, donc là on va lui permettre d'occulter le problème. C'est exactement ça. Le temps que finalement ça. Je sais que je suis dans c'est ça. cette phase de déni, et puis je me dis, bah écoute, ça va sortir, ça sortira. Et je ne pense pas. Ah ben oui. Je me dis, voilà, ça va sortir. Mais le problème, c'est que ça... Est-ce que, là il est un peu plus de 30, est-ce qu'on enchaîne et ça crée notre décalage, ou ça n'arrange pas? Sûr? Ok. Ah non, mais moi, alors pour le coup, je sais que c'est selon moi, c'est un outil tellement incroyable. Moi, c'est du bonheur.
Alors par contre, effectivement, ça peut prendre du temps parce que c'est intéressant d'avoir des anecdotes aussi. Et... Ok. Et je reviens sur l'importance de vivre chacune des étapes, parce qu'effectivement, le déni, je vous ai dit que j'ai perdu ma mère à 15 ans. J'avais 15 ans, mon père a un peu lâché prise, il a fallu que je gère la maison, heureusement à mi-temps, parce que j'étais interne. Mon frère avait 8 ans, il a fallu le gérer, etc. À un moment donné, action, action, action. Et qu'est-ce que j'adore, moi, me mettre dans l'action pour éviter de souffrir, etc. Donc moi, je suis passée du choc, je perds ma mère à 15 ans, à tout va bien. Intégration, machin chose. Je croyais. 15 ans après, j'ai ma fille, ok, elle va chez une nounou, génial. Le mari de la nounou arrive en retraite quasi en même temps. Et il y a eu un truc, je ne sais pas vous expliquer, elle avait 3 mois, il avait 60, il y a eu un coup de foudre. Là, si vous avez des enfants et que vous vous souvenez comment ils sont à 3 mois, c'est des larmes, comme ça. Quand ce monsieur est rentré dans l'appartement la première fois où ma fille était là, il a parlé, elle a tourné la tête, je vous jure. Ça a été un coup de foudre et ça s'est avéré jusqu'à la fin, un coup de foudre tous les deux, c'était un truc de dingue. On est là-bas, des gens incroyables. 15 jours qu'il est en retraite, monsieur, vous avez un cancer. Ça ne me concerne pas, je l'aimais bien ce monsieur, mais c'est pas un ami, je le connais depuis pas longtemps, je suis triste pour eux. Et voilà, d'accord ? 18 mois après, il meurt. Et là, je tombe en dépression. Alors, c'était vraiment quelqu'un de chouette, hein, c'est pas la question. Mais de là à tomber en dépression parce qu'un monsieur de 60, presque 61 à ce moment-là, est mort d'un cancer, 18 mois avant, tu ne le connaissais pas, il faut arrêter de déconner. C'est le boomerang qui revenait. En réalité, parce que je n'étais pas passée par les étapes, je suis repartie. Vous voyez ? Donc le déni, c'est assez incroyable. 3e étape, la colère. Selon votre personnalité, notamment si vous avez été vraiment bien élevé et qu'on ne dit pas un mot plus haut que l'autre et que la situation est comme ça, il faut l'accepter, etc. C'est normal. On a du mal à passer par la phase de colère. Or, comme les autres, elle est indispensable. Reparallèle dans le secteur médical. Le secteur médical, ils savent, ils connaissent la courbe du changement. Donc ils sont plus étonnés. Et en réalité, lorsqu'il y a un deuil, une mort, pardon, à l'hôpital ou par un médecin, peu importe, en réalité, ça va vous éveiller des souvenirs ou des choses que vous avez entendues. Ils savent très bien qu'une majorité des membres de la famille va tout faire pour essayer de leur intenter un procès. Alors avant ça, bien sûr, ils vont donc réclamer le dossier médical, qu'ils vont essayer de comprendre à l'aube de leur méconnaissance médicale parfaite, mais en lisant le dossier médical, ils vont espérer chercher la faille, l'erreur, parce qu'on a besoin d'être en colère contre quelqu'un. Et une grande partie des procès, il y en a qui se font de l'éducation, mais une partie des procès, ou même si ça ne va pas jusqu'au procès, en tout cas de ces démarches-là, c'est lié à l'obligation de passer par la phase de colère. On a besoin d'être en colère contre quelqu'un. Mais quel connard, mais avec tout ce que j'ai fait pour lui, je me suis sacrifiée, je me suis oubliée. Oui, bah peut-être qu'il t'a rendu service finalement, si tu as été amené à faire tout ça. Bah, oui, on a besoin d'être en colère contre quelqu'un. Ouais, la colère. Donc vous la faites. Cette phrase, moi je la vis bien, moi, ouais. la phrase colère. Mais c'est important. C'est important de la vivre. Ça libère la oui, colère. oui. Je vous racontais. Alors contre la personne. Alors exactement, c'est vrai que je prenais l'exemple facile de l'hôpital, mais on peut être en colère contre la personne qui est morte, qui aurait quand même pu retourner voir le médecin. Moi je lui avais dit que quand même je trouve qu'il soufflait un petit peu, etc. Ou la colère parce que il n'avait pas mis son casque pour aller faire du vélo, ou la colère de ne pas m'avoir accordé plus de temps pendant qu'il était vivant, qu'on puisse vivre quelque chose ensemble, ou la colère d'avoir fait que travailler sous prétexte que c'est bon pour nous, mais nous c'est pas ce qu'on voulait. On voulait l'avoir avec nous. La colère. Ce qui est compliqué, c'est quand la colère, elle vient sur nous. Ça, c'est plus compliqué. Sur l'autre,
Oui, mais ça arrive parfois qu'on est en colère contre soi-même aussi. Donc il faut faire très très attention à ce passage-là. Ouais, il faut faire. C'est celui-là qui peut amener à la dépression. Alors oui, notamment. Ah, Après, ils peuvent tous y amener, hein. Oui, mais bien sûr que celui-ci. Oui. Et puis on peut rester très très longtemps là-dedans. Moi j'ai une amie, ça fait, alors je la connais parce qu'en réalité j'étais amie avec sa femme, d'accord. Et donc elle est devenue mon amie après. Quand je l'ai rencontrée, donc il y a 13 ans que je la connais, d'accord. 13 ans. Quand je l'ai rencontrée, bon, elle avait rencontré mon amie, mais en réalité ça faisait vraiment suite à une séparation, elle s'était fait tromper par sa conjointe, etc. Donc effectivement elle était en plein là-dedans, très très en colère, ce que je trouvais normal, puisque c'était très récent. Ça fait 13 ans. Quand elle parle de son ex-conjointe, il y a toujours la colère. Elle est toujours. Alors qu'elle se voit que l'autre, elle assume complètement, elles ont entre guillemets un enfant en commun, elle assume, elle a toujours été là, etc. Toujours cette colère. Toujours ça. Et d'ailleurs, c'est cette amie-là qui, quand mon mari s'est séparé de moi, qui m'a poussée à le détruire. Tu ne peux pas le laisser faire. Tu dois le détruire. Tout le monde doit savoir ce qu'il a fait. Et tes enfants, et l'entourage, et ses parents. Et j'avais tout ce dont j'avais besoin pour le détruire. J'avais tout. J'ai fait le choix de ne pas m'en servir. Mais si je l'avais écoutée, elle était remontée comme. Mais tu te rends compte, tu ne peux pas te laisser faire, nanana. Parce que moi, je n'étais pas dans la colère. J'ai mis des mois à aller dans la colère. Et mes amis me disaient, bon sang, mais arrête d'être calme, arrête de vous trouver des excuses. Sois en colère. Je ne voyais pas l'intérêt. Et un jour, j'ai eu un truc plus que d'autres, même pas plus en plus, mais. Et là, j'ai hurlé, je l'ai insulté, Eh ben, c'est marrant parce qu'après, j'ai quand même fait les étapes parce que je connaissais ça. Donc j'ai dit, fais-le à fond. Je reviendrai tout à l'heure comment j'ai bien fait à fond toutes les étapes. Pas ça, mais oui. Mais sincèrement, c'est là que je me suis souvenue, bon sang, mais oui, la cause du changement. Je l'avais oublié. Bon, vous voyez, comme j'adore ça quand même, hein, mais je l'avais oublié. Et c'est là que j'ai accepté d'être en colère. Et j'ai avancé. Je comprends pas, est-ce que vous avez dans la négociation, c'est très très bizarre ça. Ça va être, non mais regarde quand même. T'as vu un peu tout ce qu'on a construit ensemble, on a un enfant en commun, il est chouette, on a fait du bon boulot. Et puis souviens-toi quand on est parti à Venise, tu te souviens le bon moment? Il faut qu'on recrée ça, c'est juste qu'on s'est perdu avec le quotidien. Bien, on part, on retourne à Venise. On réespère, on espère qu'il va y avoir un retour. Là où c'est très compliqué, sur le deuil, la personne elle est morte. Mais par contre l'annonce de la maladie. Non mais attendez, on va essayer un traitement, il doit y avoir des traitements expérimentaux, et puis j'ai entendu qu'il y avait un chaman en Haute-Savoie qui soigne ce genre de choses, c'est une forme de négociation. D'accord? Ou le patron qui dit, non mais je ferai plus d'horaires, je vais me former à ça, je suis d'accord pour aller à l'agence truc bidule à 3 heures de route de chez moi, de pouvoir mes gosses et tout, c'est la négociation. C'est bon? Merci de vos questions. Oui. Sur la colère, est-ce que vous mettez colère ou culpabilité avec colère ou pas? Alors je réfléchis. Alors je suppose. Par exemple, le cas où on se croit responsable de la mort de quelqu'un, où on s'affiche parce qu'on pense qu'on n'a peut-être pas assez fait. Exactement. On aurait dû dire cela. Pour moi, c'est ce qu'on met dans la colère contre soi. Effectivement, peut-être vous pouvez remplacer par culpabilité. Moi, je le vois comme ça. En tout cas, à l'horizon de mes connaissances, je le vois effectivement comme ça. Colère contre les autres, parce que c'est souvent plus facile, ou colère contre soi-même, et comme vous disiez, c'est aussi là où ça peut être dangereux. D'accord. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, j'ai perdu mon père il y a 1 an, et j'ai des petites sœurs. D'accord. Mes petites sœurs, juste avant, parce que c'est une mort brutale. Ma mère, c'était une maladie, mon père, c'était brutal, on n'a pas eu le temps de s'y faire. Mes petites sœurs, donc 22, 23 ans, des jumelles, là, ça faisait quelques temps, elles me disaient, j'en peux plus. Parce que les circonstances ont fait qu'elles sont parties de la maison pour leur étude, elles sont revenues à la maison. Donc elles vivaient chez leurs parents.
mon père et ma belle. J'en peux plus, il faut qu'on se casse. Papa, je ne le supporte plus. Il vieillit mal. 70 ans. Pour elle, vous voyez, c'est un vieux papa. Normal en termes d'âge pour moi, mais pour elle, un vieux papa. Il vieillit mal, on ne le supporte plus. C'est vraiment insupportable de vivre là-bas. Il faut qu'on s'en aille, etc. Le matin de sa mort, on ne savait pas que c'était le matin de sa mort, elles sont allées visiter des appartements, pour partir toutes les deux, s'installer en appartement. Vous voyez un peu le truc, quoi. Et elles en ont trouvé un qui leur plaisait. Elles aiment bien prendre un temps de réflexion, mais elles avaient décrété que le lendemain matin, elles appelaient pour confirmer. Donc toute la journée, elles ont imaginé qu'est-ce qu'elles mettraient où, de quels meubles elles ont besoin, comment elles allaient financer, où est-ce qu'elles pourraient aller acheter. Et alors au vu des délais, quand est-ce qu'on emménage, vous voyez, elles y étaient dedans. Et à 17h30, on les appelle, elles sont en train, voilà, moi j'en ai appelé une qui était en train de faire des jeux avec des amis. Est-ce que je peux te parler? Tu es où? Est-ce que tu es seule? Est-ce que tu es entourée? Est-ce que tu peux t'asseoir s'il te plaît? Papa est mort. Donc là, pleurs, machin, choc. Et tout de suite après, elle me dit, mais il est où? Ben, je pense que là, en ce moment, il est, je ne sais pas trop, parce que comme il est mort, pas du tout à l'hôpital, hein, donc à la banque. Oui, oui. Écoute, je ne sais pas si, où il est, entre la banque et peut-être les pompes funèbres. Comment ça, les pompes funèbres? Mais de quoi tu me parles? Je suis au téléphone, je vous rappelle, à 400 km. Hein. Je ne sais pas, qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce que je t'ai dit? Mais papa, il est où? Il est pris en charge, là, c'est bon, il y a quelqu'un qui s'occupe de lui? Mais papa est mort. Et je sais que je l'ai dit. J'ai pas dit il est parti, j'ai pas dit il a eu un problème, je lui dis papa est mort. Il est pris en charge? Non, mais là il est pris en charge, oui, par les pompes funèbres. Papa est mort. Et là, elle a encore plus pleuré, j'avais pas compris. Quand j'en ai parlé à ma sœur aînée, c'est elle qui m'a prévenue. Je dis, mais tu te rends compte, c'est quand même super. Je suis sûre, moi j'ai culpabilisé. Je lui ai mal amené, j'ai peut-être pas dit les choses correctement, elle a eu de l'espoir, machin. Elle me dit, mais Virginie, quand je te l'ai dit, en réalité, tu as réagi pareil. Je ne m'en souvenais pas. Donc je n'ai pas entendu l'information. Vous voyez? Et donc tout ça pour dire qu'elles n'ont pas voulu l'entendre. Oui, mais parce qu'on est dans le déni. Et ça, en réalité, ça s'est joué en quelques secondes. Vous voyez, il y a des phases qui vont très vite. Quand on parlait, pourquoi je vous reprenais cet exemple-là sur la colère, hein, c'est qu'elles ont culpabilisé. Tellement ces derniers temps, elles avaient dit du mal de lui, tellement elles ne le supportaient plus. Il y avait de quoi, parce qu'il a beaucoup de qualités, mais aussi beaucoup de défauts, d'accord? Qu'elles allaient partir, qu'en même temps, elles leur voulaient d'être morts à ce moment-là, parce qu'elles ont dû s'occuper de leur maman, qu'elles aiment beaucoup. Et c'était pas à elles de s'occuper de leur maman, c'était à leur maman de s'occuper d'elles. Vous voyez? Mais on n'a pas le droit de le dire. On ne peut pas dire ça. La colère, on la fait ou on la fait pas. Ok? Négociation, nanana. Et on est donc dans cette phase de rejet. Et puis on continue à sombrer. Là, vous voyez qu'il n'y a pas d'étape à proprement parler parce qu'on sombre. Il y a des sous-étapes, c'est plus pour vous expliquer ce qui va se passer. Survalorisation du passé. La fameuse nostalgie. C'était mieux avant. Qui vient justement avec l'espérance de retour en arrière. Typiquement, dans le deuil de quelqu'un, c'est notamment il était extraordinaire. J'étais tellement bien avec lui. Putain, mais t'as envisagé de le quitter 3 fois. Ah oui, mais il était. Ce job, oh là là, ça fait 15 ans que j'ai été virée, mais c'était tellement... Mais tu te souviens que tous les soirs tu rentrais, tu te plaignais? Il était sûrement bien, mais il n'était pas parfait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Survalorisation du passé. Coalition, c'est quand on va se lier à plusieurs pour essayer de chambouler, détruire un peu la situation nouvelle. Croyance négative, de toute façon, je ne m'en sortirai pas. De toute façon, je ne suis pas capable, c'était le seul qui aurait pu m'aimer, ou à mon âge, je ne referai plus jamais ma vie, ou je ne peux plus trouver de travail, je n'ai pas les compétences pour, je ne peux pas me reconvertir maintenant, ou qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, je suis trop nulle, enfin voilà, toutes les croyances négatives, les croyances limitantes, elles reviennent, et plus elles étaient marquées avant, et plus là, elles vous ravagent, elles prennent vraiment toute la place. Et bien après ça, on sombre, on est vraiment dans la dépression, on tente de s'organiser, mais comme on ne va pas bien et qu'on n'a pas justement accepté, etc.,
on va s'adapter de la mauvaise façon. On va essayer de survivre. Alors certains, ça va être gros pot de glace et Nutella, etc. Voilà, et ça repart ou pas. Et puis, il y en a d'autres, eh bien, dès que les enfants sont repartis chez leur papa, qui ne s'installent pas du tout confortablement dans un lit d'une amie où il y a tous les ressorts possibles et imaginables, avec la bouteille de whisky à portée, parce que le lit n'est pas haut, c'est sympa. Bouteille de whisky à portée, et Netflix est mon meilleur ami, en permanence, pour éviter de réfléchir. Ben voilà. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On n'en a rien à foutre. Si on veut en passer par là. Eh bien, vous avez bien compris que sur l'avant-dernier deuil que j'ai eu à subir, séparation d'avec mon mari, comme je me souvenais de ça, parce que ça m'est revenu là, eh bien, quand les enfants étaient là, ok, maman winneuse, machin, passer le pas de la porte, pyjama, bouteille de whisky. Après avoir fumé 2-3 clopes avant d'y aller, c'est après j'aurai la flemme, voire plus la capacité de me lever, Netflix, et ça tout. Et vous savez quoi? J'ai décidé que c'était comme ça. C'est-à-dire que je l'ai fait bien. Je l'ai fait à fond. Alors, de temps en temps, ça remontait, et là je disais, non, 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 courbe du deuil, courbe du deuil, reste-y tant que tu en as besoin. Être vigilant, parce que si vous rajoutez de la culpabilité là-dessus, oh j'en ai marre, j'y arriverai jamais, je suis pas bonne, nanana, et en plus je fais que me plaindre, et en plus nanana, et ben tu sais quoi, ouais je me plains. Des fois j'avais des amis, j'ai dit je sais, je radote depuis 3 mois. Et ben tu sais quoi Virginie, vas-y. Et je radote, oh parce que j'ai été forte à radoter. Mais par contre, la différence avec toutes les autres fois, c'est que là j'ai décrété que je le ferai bien. Bien. Beaucoup de mal à reboire un verre de whisky maintenant. Laura, il n'y a pas de problème. Le whisky, il a du mal à... Je crois que c'est bon. J'ai fait mon overdose de whisky. Voilà. Mais de le faire bien, d'accord? Parce qu'effectivement, pour s'adapter, comme on n'a pas de repère, comme on ne va pas bien, ben en réalité, on se désorganise. Ce qui rajoute à la déstabilisation dans laquelle on est. La tristesse, le qu'est-ce que je vais devenir, etc. Et à un moment donné, quand on est au fond, il paraît qu'on ne peut plus creuser. Hein, on tente quand même de creuser, mais à un moment donné, on peut se suicider. Et il y en a qui en sont là. C'est déjà une décision. Je suis désolée, c'est déjà une décision. On peut décider de rester dans le canapé. Des mois, des années, il y en a qui ont décidé ça. Et vous comprenez que c'est une forme de décision, même si elle est inconsciente. Mais si on fait bien chaque étape en se respectant soi-même, on a un peu plus de probabilité, à un moment donné, d'être en capacité de se dire, ok, ouais, bon là, le lit, le whisky, le Netflix, ça va bien 5 minutes, qu'est-ce que je peux faire? Et on y va par petites touches, par petites actions. On va se dire, qu'est-ce qui se passe? Ça, je vois bien, je n'y arrive pas. Ma maison est un capharnaüm, je suis incapable de... Il y a du bordel partout, il y en a partout. Est-ce qu'autour de moi, j'ai quelqu'un qui peut? Moi, des propositions d'aide, j'en ai eu des tas les années d'avant aussi. Voyons, non, pas du tout, Virginie, quand même. Bah non, je vais m'en sortir. Bah bien sûr. Et il y a un moment donné où j'ai une amie, cette fois-là, qui a dit arrête de me faire chier. Vendredi, je bosse pas, je viens chez toi. Je te demande pas ton avis. Je viens chez toi. Et là, bah, elle m'a fait mon ménage. Non mais la honte, honnêtement. Et qu'est-ce que j'ai passé un bon week-end, ouais. Mais des fois, il faut accepter de laisser la porte. Et c'est étrange parce que, tu sais, quand on est au fond du trou, c'est compliqué de rester fort. On fait des brèches. Mon meilleur ami, à qui je disais, oh mon Dieu, mais je te fais chier, je radote, nanana. Un jour, il me dit, ça, tu vas pas le comprendre aujourd'hui, mais tu comprendras plus tard. Il dit, ça fait 20 ans qu'on est amis. Ça fait 20 ans que tu es forte, ça fait 20 ans que tu m'écoutes, ça fait 20 ans que tu es là. Il me dit aujourd'hui, en réalité, je suis un opportuniste, hein, parce que là, tu es au fond du trou. Dire ça à une orgueilleuse comme moi? Je suis au fond du trou, comment ça? Oui, tu es au fond du trou. Donc là, tu n'as pas le choix. Je vois une brèche et je suis en train de m'engouffrer dedans. Et bien, cette parole, elle m'a fait un bien fou, parce que je me suis dit, finalement, toi, tu as toujours été là pour les gens.
Et de quel droit tu les prives d'être là pour toi? C'est hyper égoïste finalement. Et on se rend compte des fois que, alors des fois on n'a pas d'entourage, attention, on est d'accord, hein, on est d'accord. Et parfois on se rend compte qu'on en a, mais on les laisse peut-être pas rentrer non plus. Et que quand on se montre faible et pas parfait, ça ouvre la porte à d'autres personnes qui ne sont pas encore dans notre entourage, mais parce que finalement vous leur avez donné le droit de ne pas être parfait, parce que vous avez admis que vous n'étiez pas, eh bien subitement ils rentrent dans votre entourage. Ok? Merci. Merci. J'avais une autre anecdote à ce sujet-là, mais on va enchaîner. Et comme on commence à se dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que je peux faire? Quel est le soutien? Alors le soutien, c'est l'entourage, mais ça peut être aussi une vraie femme de ménage que vous payez. Ça peut être aussi quelqu'un qui est au garage. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir que du soutien amical ou de la famille. Mais comment on peut faire? Ça peut être aller voir un psy à un moment donné. Oui, aller voir un coach, aller voir quelqu'un qui prend des médicaments à un moment donné, parce que c'est ce qui va nous permettre de tenir sur la durée. Et quand ce sera passé, on n'en aura plus besoin, sauf que ça va mieux se passer. On a toujours ça en ligne de mire, et c'est pas pour la vie. Faut accepter d'en parler aussi, ça peut être Tout à fait. Ah, mais c'est ça. Accepter d'en parler. Pas forcément un psy, mais... Oui, oui, c'est parce que tout à l'heure je parlais de l'entourage, les amis, la famille, mais on n'en a pas tous. Et après, bien sûr, il y a les professionnels, le garagiste, la femme de ménage, le psy, où il y a des téléphones, des lignes téléphoniques aussi à qui on peut s'adresser. Il existe des choses, mais effectivement, il faut accepter de passer ce pas-là. Et, ouais, alors accepter, c'est au-delà de vouloir enlever, c'est accepter de le faire. Ça veut dire accepter qu'on... Peut-être on n'est pas aussi fort que ça. Je vous jure, j'expérimente depuis quelques années. Très récent pour moi. C'est génial. J'adore. Quand on y arrive. Ouais. Parce qu'on peut y arriver un dans temps. Certains cas. Oui, complètement. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Puisque vous avez dit tout à l'heure, là, ça m'arrive d'intervenir dans la vie de quelqu'un. Oui. C'est pas facile parce qu'on est là, à un moment donné, on prend un risque. Oui, quel risque? Que de se faire rejeter, ah oui. Que l'amitié soit coupée ou autre. Et quand je l'ai expliqué, je lui dis, écoute, c'est comme, tu vois quelqu'un qui est en train de marcher, il y a une falaise, il y a un trou. Il y a un moment donné, t'appelles et t'entends pas, tu dois y aller, alors dis, tu te prends la personne, tu la plaques au sol, et dis sur le coup, tu peux avoir, non mais ça va pas, non. Et puis dans un deuxième temps, on va se rendre compte qu'il y a le précipice, et c'est pour ça qu'on a fait le blocage. Mais sur le coup, on y va, parce qu'à un moment donné, on se dit il faut y aller. Mais oui, pour la sauver. Voilà. Et on peut se faire bouler, alors ça peut être bouler pour un temps, ou parfois pas. Ouais. On prend un risque. Et vous avez entièrement raison, et d'ailleurs ça me fait penser, je ne vais pas vous le développer là, parce qu'un jour il va falloir que vous alliez manger, mais la notion du triangle de Karpman. Ça aussi, hein, c'est une sacrée révélation, et très honnêtement, il faut creuser. Moi, je croyais que je savais. Je connaissais ça depuis des années, jusqu'à l'année dernière. Où à un moment, j'ai voulu l'intégrer à une de mes formations, j'ai donc creusé, et là, je fais, j'avais rien compris. J'avais finalement rien compris. Triangle de Karpman, le sauveur. Et c'est compliqué. Très, très compliqué. Alors, je ne vais pas le développer là parce que sinon vous n'allez jamais aller manger. Si on en a le temps, avec grand plaisir, j'adore toutes ces choses-là, mais je pense que là, il faut qu'on avance surtout par rapport à ça. Mais c'est passionnant. Donc là, on a déprimé, on a pris le temps nécessaire, machin. On a constaté que peut-être on peut oser demander des soutiens d'une façon ou d'une autre. Et là, on va commencer à faire des tests. Expérimenter une nouvelle organisation, une nouvelle situation. On va tester, on va rater, on va réessayer autre chose pour aller petit à petit vers des adaptations. Mais petit à petit, sur des petites choses que si vous n'osez pas regarder en arrière, vous direz « je bouge pas ». Et en réalité, exactement, de tâtonnement et la notion de petite victoire. Très très important d'avoir conscience de petites victoires. C'est-à-dire, c'est pas « ouais, ben alors je dois aller bien ». Non, c'est « je vais un peu moins mal ». Pas du tout la même chose. Hein. Donc des adaptations. Après, c'est là où on va commencer à passer à l'action. On décide de passer à l'action. On a ici, moi je n'ai pas inventé la méthode, donc je respecte.
même si je ne suis pas toujours d'accord. Donc j'ai laissé le mot acceptation. Voilà. L'intégration, c'est vraiment au-delà. Hein. Mais en réalité, il faut bien comprendre que l'acceptation, c'est pas toujours « Oh merci, trop gentil hein. ». D'accord. C'est le fait, la situation est comme ça. Et parfois, c'est aussi une remise en cause. Et là où on était dans la survalorisation du passé, parfois on tombe dans la noirceur du passé, c'est-à-dire tout était pourri, tout était nul, machin. Et là, on commence en réalité à équilibrer les perceptions. D'accord ? À se dire finalement, voilà, l'exemple, dans la même situation, peut-être que j'aurais fait pareil. Ok, si j'avais eu le choix, j'aurais pas voulu être quittée. Mais honnêtement, je n'étais pas très heureux. Juste, j'en avais pris mon parti. Vous voyez, c'est ça l'acceptation. L'acceptation que la situation n'est plus celle qu'elle a été et que peut-être c'est un peu mieux. Et là, on va pouvoir enfin se réorganiser. On prend donc de nouvelles habitudes et c'est dans l'intégration où on peut commencer à valoriser la nouvelle situation parce qu'il y a eu une forme d'acceptation, de la mise en pratique, de la nouvelle organisation, du passage à l'action. Et je crois qu'on a quand même fini. Donc en résumé, nous passerons tous par ces étapes-là, quel que soit le style du choc, du deuil, du changement. Attention, soyez bienveillants avec vous-même, acceptez de passer par chacune des étapes, même si son temps est court. Et en ligne de mire, ça ira mieux, à un moment donné. Voilà, voilà. Et là c'est bien, vous n'allez pas attendre au micro-ondes. Bien sûr, on se retrouve donc à 4.